Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir chaque jeudi les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Alice Hubert, créatrice de bijoux, ciseleuse, illustratrice, bref, artisan à multiples casquettes. Avec Alice, nous parlons de rencontres qui sont devenues des opportunités, de concessions pour la passion et de se faire confiance. Alice a créé sa marque un peu par hasard et continue de la raconter sous différents formats. Elle nous explique comment elle équilibre sa vie pro et sa vie perso. Vous entendrez la joie d'Alice quand elle nous parle de son métier et j'espère que vous terminerez cet épisode comme moi, avec le sourire. Belle écoute! Bonjour Alice, merci de m'accueillir dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ? Par où commencer ? Mon histoire, en fait, depuis toute petite, je pense que je voulais faire des bijoux ou je voulais faire des accessoires. Enfin, je savais pas très bien, mais je voulais faire un truc un peu dans cet ordre de métier-là. Et en fait, un jour, j'ai vu la sœur d'un copain qui avait une bague en métal qui m'a dit c'est moi qui l'ai faite, je suis à l'école Boulle et j'ai fait ça. Et en fait, ça m'a fascinée de me dire que cette fille pouvait fabriquer son propre bijou qu'elle portait elle-même, etc. Et donc du coup, ça m'a complètement fascinée de me dire qu'on pouvait fabriquer ça alors que j'y avais jamais pensé avant, en fait. Et du coup, j'ai gardé ça un peu en tête en me disant que peut-être qu'un jour je ferais ça. Et à l'époque où je passais mon bac et où il était question après de choisir une orientation, le garçon avec qui j'étais était à l'école Boulle, en fait. Donc du coup, je suis allée plusieurs fois dans son école et j'ai vu un peu les différents ateliers. Et j'ai vu notamment l'atelier qu'avait fait cette fille qui était juste à côté du sien et qui était l'atelier de ciselure, en fait. Et donc de temps en temps, j'allais chercher mon amoureux dans son école et je passais un quart d'heure à regarder par la fenêtre l'atelier d'à côté qui était l'atelier de ciselure. Et en fait, je pense que j'aurais pas forcément osé passer le concours et tout ça. Et lui m'a poussé en me disant mais si, bien sûr que si, tu peux complètement l'avoir et tout ça. Donc j'ai passé le concours et je me souviens j'avais passé 2 concours pour rentrer à l'école Boulle, en ayant l'idée d'apprendre la ciselure et d'apprendre à travailler le métal pour faire des bijoux. Et j'avais passé le concours pour Duperré, donc plus pour faire styliste et travailler dans les vêtements et tout ça. Et en fait, la lettre de motivation que j'avais écrite pour Boulle était beaucoup plus engagée et beaucoup plus intense que celle que j'avais rédigée pour Duperré. Et en fait, j'ai pas été prise à Duperré, j'ai été prise à Boulle, en fait. Et donc, du coup, j'ai commencé cette formation. Donc, j'ai passé 3 ans à l'école Boulle, où j'ai passé un diplôme des métiers d'art de ciselure, où je suis quand même arrivée major de ma promotion. Félicitations. Merci. Et parce que ça me plaisait vraiment, en fait. Donc c'est vraiment, j'ai été toujours un peu moyenne à l'école parce que pas très intéressée. Et là, je me suis dit que vraiment, le jour où tu trouves ce qui t'intéresse, du coup, tu y vas à fond. Et en sortant de cette école, après, j'ai fait des formations en cours du soir pendant 3 ans, je pense. Au lycée Nicolas Flamel à l'époque, qui était l'école de bijouterie, en fait. Donc j'ai fait différentes formations de bijoux, de certi, de gémologie, d'émaillage. Enfin voilà, j'ai appris plein de techniques différentes comme ça. Et pendant la journée, je travaillais. C'était les premiers boulots à droite à gauche. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu le côté formation. Et puis après, en fait, je pédale dans la semoule. Et oui, après, mon idée, c'était de travailler dans les maisons de haute couture, en fait. Moi, ce qui me plaisait, c'était de faire des bijoux pour les défilés et pour des couturiers, etc. Donc, c'était ça que j'avais comme but dans la vie. Et puis, un jour, j'ai un copain qui m'a dit « Mais viens, moi, je vais présenter des collections à Franck & Fils, qui était un grand magasin à l'époque, dans le 16e, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui était vraiment un magasin de référence, et notamment pour les bijoux, où l'acheteuse était vraiment renommée comme étant une nana qui trouvait vraiment les nouveaux créateurs et tout ça. Et il m'a emmenée avec lui, avec mes collections sous le bras. Je suis allée présenter mes collections et cette femme m'a dit « Ok, je vous prends telle collection, et comment s'appelle la marque ?»
Sauf que moi, j'avais pas du tout pensé à faire une marque, donc je me suis retrouvée un peu bête et je lui ai sorti mon nom. Donc je lui ai dit Alice Hubert. Et en fait, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à vendre mes bijoux là-bas. Et puis il y a plein d'autres gens après qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais moi ça m'intéresse, je voudrais les prendre pour ma boutique. Et en fait, la marque a commencé presque malgré moi, en fait, où du coup ça s'est lancé comme ça. Et où cette idée de travailler pour des maisons de couture est complètement passée à l'as. Je voudrais revenir sur la formation boule. Ouais. On en entend beaucoup parler quand on est dans le milieu de l'artisanat, mais on ne connaît pas forcément cette école quand on est novice. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'école boule et si c'est difficile à avoir, les types de concours qu'il y a? Alors, je sais que l'école a beaucoup changé depuis que moi j'en suis sortie. En fait, à la base, Boulle, c'est un ébéniste, c'était l'ébéniste de Louis XIV en fait. Donc l'école Boulle, c'était vraiment pour fabriquer les meubles à l'époque de Louis XIV, donc il y avait 3 ateliers. Et si je dis pas de bêtises, il me semble bien que c'était l'ébénisterie, la marqueterie et la ciselure. Donc la ciselure faisait partie vraiment des premiers ateliers à l'école Boulle, mais donc c'était pour faire les ornements sur les meubles en fait. Donc c'était vraiment très ornemental et très classique, c'était pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui de manière ça c'est beaucoup plus ouvert et il y a beaucoup plus de choses dans ces ateliers. Et moi, quand j'ai passé mon diplôme, il y a donc fort longtemps, je voulais faire ma pièce de diplôme, c'était un bijou de corps en fait, qui recouvrait tout le haut du corps. Et en fait, je me suis battue avec mes professeurs parce qu'ils me disaient non, c'est une école de mobilier et de design, donc on ne fait pas de bijoux. Et en fait, moi, j'avais fait cette école, j'avais fait cette formation en sachant que je voulais faire ça, donc je me suis battue pour faire ça. Mais à l'époque, c'était pas du tout bijoux. J'ai suivi une formation donc après à l'école Nicolas Flamel, et depuis quelques années, en fait, ces 2 écoles-là ont fusionné. Et maintenant, à l'école Boulle, il y a une formation bijoux qui n'était pas du tout le cas à l'époque quand moi j'ai suivi la formation là-bas. Donc après, dans l'école Boulle, il y a plein de choses. C'est une école qui est très 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 ancrée dans l'artisanat, mais qui s'ouvre aussi sur plein de choses différentes. Et moi, je sais que j'ai fait un diplôme des métiers d'art. Donc dans mon cas, j'ai passé mon bac. Après avoir eu mon bac, je suis rentrée à l'école Boulle, j'ai fait 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai eu ce diplôme. Après, je sais qu'il y a plein de formations différentes. Et je pense qu'elles ont dû changer en plus depuis que j'en suis partie, donc je ne saurais pas dire précisément tout ce qu'il y a, mais il y a vraiment un éventail d'ateliers autour du design et du mobilier, en fait, essentiellement, à l'époque. Maintenant, du coup, il y a le bijou en plus, et je sais qu'il y a d'autres formations supérieures qui sont un peu différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la ciselure ? Alors la ciselure, en fait, c'est le travail du métal, c'est-à-dire qu'on va travailler à partir d'une plaque de métal qu'on va mettre en ciment, ça s'appelle, c'est-à-dire que c'est comme un boulet de canon qui est tronqué en 2, sur lequel il y a du ciment de fontaine. Ce ciment de fontaine, ça ressemble à de la cire à cacheter en fait. Donc on va venir chauffer avec une flamme, ça va se liquéfier, donc on va pouvoir mettre la plaque de métal dans le ciment. On travaille essentiellement les métaux cuivreux, donc c'est du laiton, du cuivre, ça peut être de l'argent ou de l'or aussi. On va laisser refroidir. Une fois que ça refroidit, cette matière va se rigidifier et va du coup maintenir la plaque de métal. Après, on va venir travailler avec des ciselets, qui sont des petites tiges en acier, qui vont être travaillées de telle manière à ce que quand on les frappe sur le métal, elles vont imprimer le métal, soit en faisant des traits assez tranchés, soit en faisant des matières, en fait des mattes. Et donc on a tout un tas de ciselets qui sont faits par le ciseleur normalement, suivant son besoin. Il va faire un ciselé avec tel motif ou telle matière pour les commandes ou les envies qu'il a de faire. Et donc on travaille avec des marteaux et on va venir frapper ce ciselé sur le métal. Donc voilà, donc ça c'est l'essentiel de la ciselure. Après la ciselure, il y a le repoussé aussi. Le repoussé, on va travailler pareil sur la plaque, mais on va travailler sur l'envers de la plaque. C'est-à-dire qu'on va frapper beaucoup plus fortement pour emboutir le métal, pour repousser le métal en fait. Et on viendra travailler sur l'autre face après.
Et donc du coup on fait des allers-retours comme ça sur les deux côtés pour pouvoir travailler le volume et la finition après de la pièce qu'on veut faire. Donc ça c'est la base de la ciselure. Après en ciselure, moi je sais que j'avais appris, et c'est une des choses que je travaille encore aujourd'hui, à travailler la cire aussi. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser de la cire qu'on va dure, assez rigide, qu'on va venir sculpter avec des outils qui vont gratter la cire, avec des limes, et on va du coup former un bijou comme ça, enfin bijou pour moi, après ça peut être, c'est pas forcément des bijoux, on va former une pièce comme ça, qui va être moulée, donc dans du plâtre. On va enlever la cire et on va fondre, on va couler le métal fondu dans le plâtre, dans le moule en plâtre en fait. Et donc on va récupérer une pièce, donc ça c'est vraiment de la fonte à cire perdue, ça s'appelle. Mais on peut retravailler du coup après cette pièce, pareil en refaisant le système de mise en ciment dans le boulet. On va pouvoir retravailler aussi cette pièce avec la technique de la ciselure en fait. Voilà. Très clair. Est-ce que tu peux nous présenter, je vais dire ton artisanat aujourd'hui, mais je sais que il est très vaste. Est-ce que tu peux nous présenter tout ce que tu crées aujourd'hui ? Alors, c'est effectivement assez vaste et je me suis éloignée un petit peu de la ciselure puisque je fais plus de la bijouterie qu'essentiellement de la ciselure. Cependant, j'essaye de garder dans toutes mes pièces, j'essaye de garder toujours une petite partie de ciselure. Alors en fait, ça va être vraiment parfois une toute petite touche qui va être un centième de ce que je suis capable de faire, de ce qui est possible de faire en ciselure, mais j'ai toujours un peu ce côté du métal frappé en fait. Donc je vais utiliser encore mes ciselés, mais je vais utiliser aussi des poinçons avec des lettres par exemple pour certaines collections. Du coup moi je fais du bijou fantaisie, donc c'est vraiment laiton, bronze, doré ou argenté. Et puis j'utilise les techniques de la cire perdue, de la ciselure, et puis je travaille le métal où je le forme, je le frappe pour le marteler, pour le mettre en forme. Je vais faire des soudures aussi. Donc c'est plein de techniques qui sont empruntées à la fois à la bijouterie, à la fois à la ciselure, et puis en fait je mélange un peu tout ça, je secoue et puis il en sort des bijoux. Voilà. J'ai vu dans ta boutique que tu avais aussi des carnets, des t-shirts. Ah oui, alors du coup, c'est moins de l'artisanat pour moi, ça. Mais effectivement, comme je dessine pour fabriquer mes bijoux, en fait, où du coup je dessine et je me suis dit, en fait, en été, on n'a pas forcément envie de porter des bijoux en été, en métal surtout quand il fait chaud, etc. Et je me suis dit, je vais dessiner des t-shirts, en fait. Et donc, mon thème favori, mon obsession, c'est un peu les bouches. Et en fait, du coup, j'ai commencé à dessiner des t-shirts avec des bouches en me disant en été, c'est sympa d'avoir un t-shirt avec un petit clin d'œil de l'univers de la marque, mais qui soit pas forcément un bijou. Puis c'est un truc un peu plus facile à acheter. Et en fait, ça a tellement plu que du coup, j'ai continué encore. Depuis quelques années, je fais ça. Et donc, du coup, j'ai des t-shirts, des sweats. J'ai fait des carnets aussi parce qu'à un moment donné, je travaillais avec un imprimeur sur un autre projet et que du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de faire des carnets. Et puis je travaille avec mon compagnon qui organise une soirée et pour lequel je fais toute la DA d'images en fait. Donc du coup je fais des illustrations pour lui très régulièrement, quasi tous les mois si ce n'est plus. Et puis je travaille ponctuellement sur des projets comme ça en illustration. J'ai fait une couverture de livres, j'ai fait un partenariat aussi avec une marque de téléphone pour faire des coques personnalisées. Enfin bon voilà, j'ai un peu le dessin aussi qui est là. Mais c'est très lié à ce que je fais dans les bijoux parce qu'en fait mes bijoux sont très dessinés en fait. C'est pas juste des formes assemblées, il y a vraiment le côté dessin qui existe dans mes bijoux et du coup c'est un peu un univers, c'est un peu un tout. Dans ce tout, il y a aussi de la céramique, où je me suis mise à faire de la céramique. À un moment donné où j'avais pas d'atelier, mon atelier était un peu coincé, du coup je me suis dit je peux pas rester sans rien faire et du coup je me suis mise un peu à faire de la terre. Pareil, je fais en terre des pièces que je fais en métal en fait d'une autre manière, donc voilà, c'est un truc un peu large avec toujours les mêmes inspirations et dans différentes techniques en fait.
Ça, ça m'amène à une question. Quand on a dû prendre rendez-vous pour l'enregistrement de cet épisode, ça a été compliqué de trouver une date parce que j'ai l'impression que tu as un peu la bougeotte et que tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Comment tu combines vie privée, vie pro, tous tes projets sur lesquels tu travailles? Alors, c'est vrai que j'ai la bougeotte. Enfin, c'est pas que j'ai la bougeotte, c'est que j'aime bien faire plein de trucs. Et que souvent, il y a des histoires de rencontres aussi avec des personnes avec qui il se passe quelque chose, avec qui il y a des échanges sur une matière, sur une technique, sur une envie. Et où du coup, c'est vrai que j'ai toujours fonctionné comme ça, à me dire, ah bah tiens, j'ai envie de faire ça. Souvent, c'est par exemple pour les collections, pour les bijoux, c'est j'ai envie de porter des grandes boucles d'oreilles comme ci, comme ça. Bah, je vais les faire. Et puis du coup, je vais faire toute la collection derrière. Et, euh, et c'est vrai que mon boulot me prend, disons, 95% de ma vie, mais parce que je suis complètement passionnée et que c'est un vrai plaisir. Ça me manque. Si je suis pas dans mon atelier, ça me manque en fait. Si je suis le week-end à la maison, ben je vais être contente d'être à la maison et d'être avec ma famille, mais il y a un moment donné où j'aurai envie de faire quelque chose, de mettre les doigts dans la terre, de former un bijou parce que j'ai une idée qui me passe par la tête. Donc j'ai effectivement tout le temps envie de faire des trucs. Euh, Avant que j'ai un enfant, je passais beaucoup beaucoup de temps à travailler et je travaillais beaucoup la nuit en fait, qui est un moment plus calme où vraiment on est dans une bulle, on peut vraiment être dans une bulle sans être interrompu, ne serait-ce que par les bruits alentours, etc. Euh, et puis je travaillais comme ça, quasi non-stop parfois, où je faisais des pauses pour aller dîner avec des amis, boire un verre dehors, et puis je revenais, et parfois je me remettais à bosser. J'ai très souvent bossé des nuits entières jusqu'au petit matin et tout ça. Et tout a changé quand j'ai eu un enfant, puisqu'effectivement on est obligé de respecter des horaires qui sont pas du tout les horaires que moi j'ai en fait naturellement dans mon travail. Comme j'ai un compagnon qui fait aussi pas mal de choses, et pareil avec des horaires toujours un peu décalés, bah c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut trouver le temps de bosser, de faire ses trucs. Il faut trouver aussi du temps pour vivre en famille et partager des choses avec ma fille, mon mec, et puis tous ensemble. Euh, donc c'est vrai que je suis un peu tout le temps en train de courir en fait, parce que c'est toujours au moment où il faut partir pour aller la chercher que me vient l'idée géniale, qu'il n'y a plus personne dans le bureau et que enfin je peux me concentrer et que je peux m'y mettre vraiment. Donc c'est vrai que c'est assez, pour moi, je pense que c'est pas forcément pour tout le monde, mais pour moi c'est un truc assez difficile, cet emploi du temps où il faut jongler entre tous les emplois du temps et impératifs de chacun en fait. Et je pourrais passer mon temps à l'atelier et amener ma fille ici et tout ça, mais j'ai pas forcément envie de lui imposer ça, en tout cas pas tout de suite. Donc c'est vrai que j'essaye d'être là quand même assez régulièrement avec elle et de faire des choses avec elle, et notamment de dessiner parce que je dessine beaucoup. Bah, du coup c'est un truc que je partage avec elle, donc maintenant je dessine. C'est pour ça aussi que je me suis mise à plus dessiner, c'est que quand j'étais à la maison, bah, je pouvais pas être à mon établi à bricoler des trucs, donc je me suis mise à dessiner en fait. Donc je dessine beaucoup plus à la maison maintenant, une fois qu'elle est couchée et tout ça, et puis avec elle aussi quoi. Comment tu fais pour vivre de ton artisanat aujourd'hui, Alice? Je galère, non, je galère pas tant que ça en fait. Je galère pas tant que ça, mais c'est vrai que c'est un métier où forcément il y a des hauts et des bas. Donc il y a des moments où il y a des super projets et puis ça marche super bien et on vend bien, etc. Et puis il y a des moments où c'est beaucoup plus difficile. Après, c'est un vrai choix de vie en fait. Moi, je me souviens de ma maman qui m'avait dit, quand je lui ai dit que je voulais faire ça, elle m'a dit Alice, je te préviens, tu vas manger des pâtes. Pour me dire qu'effectivement, ce ne serait pas toujours facile et pas toujours rose, etc. Et j'avais très bien compris à l'époque ce qu'elle me disait à travers cette phrase. Et j'avais réfléchi un peu et je me suis dit, ok, moi j'aime vraiment bien les pâtes, ça pose pas de problème. Mais je comprenais très bien l'ampleur de ce que ça voulait dire. Et effectivement, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des choix. Et je pense qu'au quotidien, même si je travaille beaucoup et qu'il y a des gens qui vont se dire que oh, c'est pas possible de finir à des heures pareilles, etc., ben, en fait, je trouve que ma vie est plus douce et plus riche
que tout un tas de gens que je vois travailler dans des boîtes où finalement ils savent plus pourquoi ils sont là, qui donnent corps et âme pour un projet qui n'est pas vraiment le leur et puis qui se font déposséder de leurs trucs, et où c'est, je trouve, assez violent. Et, c'est vrai que du coup, moi, il y a plein de choses que je fais pas, que j'aimerais faire autrement. J'aimerais bien ne pas me poser de questions pour les vacances et me dire on va là, et même si c'est cher, on s'en fiche, etc. J'aimerais voyager peut-être plus aussi. Mais finalement, en fait, je me dis que si je le fais pas, c'est que dans la balance, je préfère quand même la vie que j'ai au quotidien, avec effectivement pas les manques, parce que c'est pas vraiment des manques, mais avec des choses que j'ai, d'autres choses que je n'ai pas en fait. Donc tout ce qui est effectivement, enfin moi le seul truc qui me manquerait a priori c'est les voyages en fait. C'est vraiment le seul truc où je me dis que j'aimerais bien avoir un peu plus de fric pour ça, et d'avoir un appart immense aussi. Et ça c'est vrai que c'est important, j'aimerais bien un appart immense avec un jardin ou une grande terrasse, cœur de Paris. Donc voilà, c'est peut-être les quelques trucs qui me font me dire que j'ai un peu choisi la mauvaise voie. Mais voilà, après c'est vrai que c'est une manière de vivre que, qui pour moi est évidente. C'est-à-dire que je pense que je ne pourrais pas vivre autrement, et qui n'est pas une évidence pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens, enfin moi je vois en discutant avec des gens qui font d'autres métiers, qui sont complètement angoissés à l'idée de pas savoir s'il y a des sous qui vont rentrer ou pas. Et moi je sais que c'est un truc que j'ai dû apprendre aussi à gérer, parce que quand j'ai commencé à travailler, je travaillais pour d'autres gens, donc effectivement j'avais un salaire et tout ça. Et puis quand j'ai tout quitté pour vraiment travailler complètement pour moi, c'était un moment où ça marchait quand même assez bien, donc je savais que je sautais pas dans le vide non plus. En fait, il faut apprendre ce truc justement d'angoisse, et de dompter cette angoisse en se disant qu'à un moment donné, il y aura moins, qu'à un moment donné, il y aura plus, et de savoir effectivement fluctuer avec tout ça. Et le truc qui est difficile, je pense, c'est de se dire, les jours où on est fatigué, de se dire, bon alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, il faut y aller, il faut avoir de l'énergie. En fait, il faut avoir de l'énergie tout le temps. Je trouve, quand on fait un métier comme ça, il faut avoir de l'énergie tout le temps et des idées tout le temps, et forcément il y a des moments où on en a moins que d'autres en fait. Notamment moi quand j'ai eu ma fille, j'avais l'esprit un peu occupé par toute la maternité, par toute l'organisation de cette nouvelle vie et tout ça, qui a été très difficile du coup par rapport à mon travail où j'ai un peu pataugé. Bon, finalement ça s'est très bien passé quand même, mais où il y a eu un moment un peu de flou. Mais c'est quoi la question déjà? C'est comment tu fais pour vivre de ton artisanat. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est accepter de pas forcément gagner des 1000 et des 100, et puis accepter cette fluctuation des rentrées, et cette énergie qui des fois est là, des fois est pas là, énergie créatrice, puisque c'est vraiment de ça dont on parle, et de savoir se faire confiance en fait. Et de savoir se dire que si là ça marche pas, si on n'a pas d'idée pour un truc, etc., on va rebondir et on va faire autre chose en fait. Donc du coup, il y a des fois, il y a des collections qui marchent moins que d'autres parce qu'on y croit moins. Puis d'un coup, tu as une idée, puis tu t'allais partir, et puis c'est fini, puis tu en as marre, etc. Puis d'un coup, tu te dis, ah mais attends, c'est ça que je vais faire. Et en 5 minutes, tu fais une collection qui va cartonner, alors que ça fait un mois que tu galères à trouver des idées et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça, les manières, enfin la manière que moi j'ai de vivre avec mon artisanat. Se faire confiance. Se faire confiance, complètement. C'est joli. Tu as parlé d'idées, du coup ça, je vais rebondir sur cette phrase, sur cette idée. Mm-hmm. Et je voulais savoir quelles étaient tes inspirations, à part la bouche. Eh elles sont bien larges et variées, mes inspirations. Je suis en train de passer en revue un peu dans ma tête les différentes collections que je peux avoir. Très souvent, elles sont liées à des histoires d'amour, d'ailleurs, mes inspirations. De rencontres, en fait, de gens avec qui j'ai partagé des fois une nuit, des fois un moment de vie, en fait. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est aussi beaucoup d'images, c'est beaucoup d'expositions, de choses
qu'on ingère en fait. C'est-à-dire que j'ai besoin de belles choses en fait. Donc du coup de regarder beaucoup Pinterest, je suis complètement addict. Donc je peux passer des heures à regarder plein d'images, de me faire des expos. J'y arrive pas suffisamment, j'aimerais bien en faire beaucoup plus, mais de temps en temps de se faire des expos, de se mettre plein d'images dans la figure, je trouve que c'est pas forcément ça qui va déclencher d'ailleurs une collection derrière en fait, mais ça va me mettre dans un état d'ouverture et de, je sais pas comment dire, comme si j'avais des petites antennes qui captaient un peu les choses. Et puis en fait, il va se passer un truc à un moment donné où je vais voir une pièce, je vais en voir une autre, et puis je vais faire un mélange entre les deux, et je vais me dire, ah tiens, j'ai hyper envie de porter ce truc-là, et puis bim bim bim, je vais me le faire, je vais me mettre à l'établi, je vais essayer un truc, ça va pas marcher, je vais rajouter un autre truc, et finalement ça va marcher. Donc c'est très difficile pour moi de dire mes inspirations viennent de là ou là ou là, parce qu'en fait c'est une myriade de plein de petites choses qui à un moment donné se connectent tout ensemble pour créer une histoire en fait. C'est joli. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur ta vie d'artisan ? Alors, une anecdote, c'est pas complètement une anecdote, mais c'est... en fait, récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens avec qui j'ai mis en place des ateliers do-it-yourself. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent pendant 3-4 heures faire un atelier avec moi, donc autour de la ciselure et du bijou. Et donc, c'est pas une anecdote précise, mais en fait, je rencontre beaucoup de gens très très différents que j'aurais certainement pas rencontrés autrement. Et je trouve ça assez intéressant et enrichissant de voir tous ces gens-là. Et en fait, j'aime bien parce que chacun vient avec son idée et que je les accompagne dans leur confection, en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent avec leur idée et je les accompagne jusqu'à la finition de ce projet. Et en fait, je me suis rendu compte, à travers ces ateliers, ce qui est assez perturbant, enfin pas perturbant, mais assez troublant, disons. C'est assez troublant. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus dans leur profession, à niveau professionnel, je parle pas du tout de niveau intime, qui sont dans des changements de vie, qui ont fait un métier, qui ont fait des burn-out, qui ne savent plus où ils sont dans leur métier, pourquoi ils font ça, etc. Et qui viennent faire ces ateliers et qui tous me disent j'ai besoin de ce retour à un truc concret, à une matière avec laquelle on fait quelque chose. Et en fait, je me rends compte de la thérapie que peut être l'artisanat, l'art et l'artisanat, où effectivement, d'un seul coup, on va être plongé dans un projet de petite envergure, mais qu'on va mener du début à la fin, en fait. Et ça, c'est une des choses que j'ai vécues dernièrement par rapport à l'artisanat qui est assez nouvelle pour moi et qui est une vision vraiment différente de l'artisanat, en fait. Il y a ça que je trouve intéressant, comme c'est pas vraiment une anecdote, mais une vision de l'artisanat. Parce que toi, en fait, t'as toujours été artisan ? Toujours, j'ai fait que ça. Oui. J'ai fait que ça et je me rends compte en l'expliquant aux gens qu'effectivement, je leur explique que c'est comme la méditation sur certaines parties. Je me rends compte qu'en fait, y en a qui font des mandalas, il y en a qui font de la méditation. Du coup, moi, en faisant les bijoux, d'une certaine manière, je vais me retrouver dans le même état. En fait, et c'est vrai que d'être face à des gens dont c'est pas le métier, qui n'ont pas du tout fait ça ou qui ont été dans des métiers complètement différents, de mettre des mots dessus, de leur expliquer, de les voir faire et de voir parfois à quel moment, tout à l'heure tu as soulevé une phrase que j'ai dite en disant il faut se faire confiance. Moi je pense que j'ai une confiance dans ce que je fais parce que sinon je ne ferais pas ce métier-là, dans cette forme-là. Je vois le manque de confiance qu'ont les gens et à quel point on peut leur insuffler de la confiance en justement créant cet objet et où à chaque fois les nanas, parce que c'est beaucoup des nanas, sont à la fin, quand elles ont leur objet fini, leur bijou fini dans les mains, sont hyper fières d'avoir réussi à faire ça en fait. Et je trouve que c'est assez gratifiant et c'est plaisant de voir que ça fait du bien en fait, quoi. Surtout que pour moi les bijoux c'est vraiment des trucs chargés, donc du coup elles font un bijou qui est chargé quand elles viennent le faire ici, c'est vraiment une histoire en fait.
Il y a ça. Après, je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres trucs vraiment... Non, quand j'ai commencé, que j'étais toute jeune et que je travaillais, du coup, je travaille toujours avec des artisans qui sont là parfois depuis des dizaines et des dizaines d'années, des centaines d'années, parce que des fois c'est de père en fils. Et ben moi j'arrivais toute jeune, avec ma bouche rouge de rouge à lèvres, en disant bonjour, je viens faire mes trucs, et que en fait ils me prenaient pour une bleue, et que ils me disaient ouais ouais bien sûr, et puis quand je sortais les pièces que je faisais, ben d'un seul coup il y avait le respect des vieux artisans qui voyaient qu'une petite nana savait faire des trucs, et j'aimais bien ce rapport là en fait de moi je suis un vieux de la vieille et je sais faire, et toi attention, et que ah ben, finalement tu sais faire, et de gagner le respect des anciens, un peu comme on dit, en étant complètement différente et pas du tout dans les mêmes codes qu'eux, quoi. Je trouvais ça assez marrant, ça. Quels sont les principaux enjeux que tu rencontres aujourd'hui dans ton artisanat en tant qu'artisan? Les principaux enjeux, c'est-à-dire? Sur peut-être des nouvelles techniques que tu aimerais apprendre, sur la communication, la vente, qui sont pas forcément des métiers que tu as appris en fait. Parce que j'imagine qu'à l'école, je sais pas en fait comment ça se passe à l'école Boulle, mais est-ce que par exemple tu as des cours de compta, des cours de com, des cours de vente? Alors effectivement, à l'école Boulle, t'as à peu près des cours de compta, mais qui sont pas non plus hyper poussés. Mais après, quand tu sors diplôme des métiers d'art de ciselure, tu te retrouves un peu avec ton petit diplôme dans la rue, et il n'y a nulle part où aller en fait. Parce que personne ne cherche, il n'y a pas d'annonce qui recherche des ciseleurs vraiment, quoi. Et on ne nous apprend pas du tout la vente, la mise en valeur des produits, etc. Après, les choses entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui ont énormément changé. C'est-à-dire qu'en faisant le même métier, moi, depuis presque 20 ans, j'ai l'impression d'avoir complètement changé de métier finalement. Et aujourd'hui, moi, mon boulot consiste pratiquement plus à faire de la communication. Je passe plus de temps à travailler sur la communication qu'à travailler vraiment à la création et à l'établi. Euh, c'est finalement pas quelque chose qui me dérange, parce que je me retrouve dedans et j'aime bien faire ça. Et en fait, j'ai toujours eu ce parti pris de raconter des histoires. J'ai toujours construit cette marque pour raconter enfin pas pour raconter des histoires, mais en racontant des histoires. Donc du coup, tout ce côté storytelling qui est très à la mode et dont on entend beaucoup parler, en fait, il a toujours existé pour moi. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc j'aime bien faire des photos, j'aime bien faire des images. Et c'est là où effectivement ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que en plus de faire les bijoux, après derrière il faut les mettre en scène, il faut raconter toute une histoire autour d'une collection. Donc c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que tu fais un projet de A à Z en passant vraiment par toutes les étapes. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Mais c'est là où effectivement c'est hyper difficile aussi, parce que moi j'ai aucune formation en marketing, aucune formation en com, en pub, en je sais pas quoi. Je sais rien faire à la base de tout ça. Donc c'est vraiment, j'ai appris sur le tas, et je me débrouille un peu comme ça. Euh, Aujourd'hui, je trouve que les moyens de communication par rapport à quand j'ai commencé, et donc du coup la vente aussi, a complètement changé. Mais c'est vraiment du tout au tout, ce n'est plus du tout la même chose. Et, et avant, je faisais des collections, je faisais des bijoux, etc. Et puis je rencontrais des gens, je rencontrais des journalistes. Les nanas aimaient bien mes trucs, elles les portaient. Il y avait des comédiennes aussi qui les aimaient bien, donc elles les portaient beaucoup sur des émissions télé, etc. Donc ça m'a fait beaucoup de pubs comme ça. Je rencontrais aussi des gens qui bossaient dans des magazines, donc avec des photographes et tout ça, donc on a fait des projets ensemble. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées comme ça, par les connexions, par les rencontres et tout ça. Aujourd'hui, déjà j'ai un enfant, donc je suis plus du tout aussi libre qu'avant d'aller à droite à gauche et rencontrer des gens, etc. Donc ça réduit un peu le champ. Et puis les manières de travailler sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que avec tout ce truc des réseaux sociaux, moi je travaillais déjà quand ça a commencé. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a vraiment poussée et fait connaître de manière vraiment significative.
Mais maintenant, c'est un vrai boulot, c'est-à-dire qu'avant, il suffisait de poster une image et tout le monde la voyait, et puis c'était très facile. Aujourd'hui, tout le monde reçoit tellement de mails, tout le monde voit tellement d'images, il y a tellement de créateurs de bijoux, il y a tellement trop de tout, tout le temps, qu'en fait, il faut réussir à se faire un chemin au milieu de tout ça, et c'est un boulot de dingue qui n'est pas mon boulot de base, en fait. Donc là, c'est vraiment effectivement les enjeux auxquels je suis confrontée aujourd'hui, c'est de réussir à parler un langage que je n'ai pas appris, que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas forcément, parce qu'il y a aussi des choses qui sont très évidentes pour des plus jeunes que moi, qui ne le sont pas forcément pour moi, en fait. Réussir à parler aussi à mes clients potentiels. Bon, après, en général, c'est des gens qui me ressemblent un peu, donc j'arrive quand même à trouver d'une manière ou d'une autre une manière de les atteindre. Mais quand même, il y a plein de choses nouvelles qui sont arrivées et avec lesquelles il faut gérer, en fait. Donc ça, c'est un des enjeux vraiment qui a changé et qui est assez compliqué, en fait, parce que ça prend beaucoup de temps. Après, au niveau des techniques, par exemple, moi, je suis ancrée dans ce que je fais et dans les techniques que j'utilise, qui sont des techniques ancestrales. Et j'aime bien avoir ce côté, justement, d'une technique qui est utilisée par l'homme depuis toujours, puisque ça a été utilisé depuis des millénaires. Et j'aime bien garder ça avec des formes nouvelles, en fait. Donc, au niveau des techniques, je ne suis pas forcément à la recherche vraiment de nouveautés, et tout ce qui est impression en bijouterie, il n'y a pas non plus des révolutions incroyables, mais tout ce qui est impression 3D, numérique et tout ça, ça me concerne pas tellement et ça m'intéresse pas tellement, en fait, parce que j'aime bien le côté fait main, où tu vas taper sur ton outil puis tu vas dépasser, donc ça va se voir. J'aime bien ce petit truc où tu vois que la main elle est là, que j'ai l'impression qu'on va pas forcément retrouver dans les techniques nouvelles, quoi. Donc voilà, les enjeux, c'est plus sur la vente et sur la communication. Et effectivement, ce que je disais tout à l'heure, où il y a énormément de choix et énormément de propositions. Et ça aussi, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des bijoux, mais toi, tu étais repéré, donc en fait, tu étais mise en avant par les journalistes, etc. Ce qui faisait qu'on te voyait toi et que toutes les autres qui étaient là, on les voyait pas forcément. Là, tout le monde peut faire son truc tout seul, donc on peut voir tout le monde. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, et puis il y a aussi tout ce truc de grosses productions où finalement il y a des gens qui savent faire des choses, d'autres qui ont des idées mais qui savent pas forcément les faire, et où le consommateur se perd un peu dans les qualités, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément comprendre pourquoi un bijou coûte tel prix, alors qu'il y a celui-ci qui y ressemble, qui coûte 3 fois moins. Ça, c'est aussi une des choses actuelles qui est très difficile à gérer, et je pense dans mon métier, mais je pense dans beaucoup de domaines, en fait, où l'artisanat, il faut vraiment réussir à faire comprendre aux gens ce que c'est, et comprendre pourquoi ça a un certain prix, et puis le faire accepter aussi, parce que moi je comprends aussi que la nana elle ait envie d'un truc qui coûte pas trop cher et qu'elle va mettre pendant une saison puis en changer après. Moi c'est pas du tout, je m'inscris pas du tout dans ce truc là, donc c'est de réussir à trouver sa place dans tout ce dans tout ce monde, au milieu de toute cette foule de gens qui font des choses, et de réussir à le montrer, voilà. Comment toi, tu justement essayes de faire comprendre le prix de tes bijoux? C'est très difficile. Parce que ça, c'est un truc sur lequel je suis pas très bonne, je pense. Mais j'essaye d'expliquer les techniques que j'utilise. Après, c'est des choses que je suis complètement capable de faire quand je suis face à quelqu'un et qui va regarder le bijou et que je vais lui expliquer la technique, etc. Après, ce qui est au niveau de la communication, donc sur les réseaux sociaux, sur mon site et tout ça, c'est des choses que je pense que je mets pas suffisamment en avant, et parce que ça demande un vrai travail où il faut faire des images, faire des montages de vidéos, des choses comme ça, et que en fait j'ai autre chose à faire, moi j'ai envie de fabriquer aussi, donc ça fait trop de choses à faire, et je pense qu'effectivement il faut que j'apprenne à mieux communiquer là-dessus.
Donc voilà. Et je pense que les ateliers que je fais permettent aussi, avec des gens donc, qui ne sont pas du tout du métier, permettent aux gens de comprendre ce que c'est. Souvent, à la fin de l'atelier que les personnes viennent faire, ils se disent « Ah, mais je comprends en fait pourquoi un bijou ça coûte ce prix-là, etc. » Et ça, je trouve que c'est assez chouette parce que du coup, les gens comprennent vraiment qu'on ne va pas appuyer sur un bouton et que le bijou va sortir d'une machine déjà tout fait, quoi. Je voulais rebondir sur un autre sujet que tu as abordé. Tu disais qu'au début de ta marque, tu avais été contactée par des journalistes. C'est toi qui allais les chercher ou ils sont tombés sur toi? Ouais, en fait j'ai vraiment eu une bonne étoile, je pense, parce que je suis très mauvaise pour me vendre. J'ai un contact avec les gens hyper facile, donc je peux parler de ce que je fais, puis comme j'aime ce que je fais, je communique assez facilement cet enthousiasme. Mais après, d'aller démarcher et les boutiques et les journalistes, etc., c'est un truc que j'ai quasiment jamais fait et qui est extrêmement douloureux pour moi. Parce que je suis incapable de dire regardez c'est génial, ça vous allez le porter, vous allez vous sentir trop bien, ou vos clientes vont le porter, elles vont se sentir trop bien. Je sais pas du tout mettre en avant mon travail, et c'est comme ça que je me suis dit ok, je suis pas capable de dire aux gens achetez mes bijoux, donc je vais leur donner envie de les acheter, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur l'image, etc. Et où je pense que j'ai finalement réussi à faire autour de la marque tout un univers qui marche assez bien et où j'ai fait du marketing malgré moi presque, mais où du coup j'ai pris des chemins un peu comme ça pour réussir à faire ça en fait. Et du coup j'ai eu la chance de rencontrer des gens dans des soirées ou dans des événements qui se passaient à Paris, et comme j'ai le contact facile, et ben effectivement de parler de ce que je faisais, de montrer ce que je faisais, et de dire ah bah tiens moi je suis photographe, ah bah viens on fait un shooting ensemble, ah bah attends moi je suis journaliste, j'ai un sujet sur tel truc. Donc ça s'est beaucoup passé comme ça. Et après quand il faut vraiment démarcher des gens que je connais pas, je sais pas le faire. Et j'aime pas trop. Donc des opportunités. Ouais, c'est vraiment des rencontres. Plus que des opportunités, c'est des histoires de rencontres en fait. Et effectivement, oui, si t'as raison, d'opportunité de se dire ah bah tiens, il y a une porte ouverte, je vais aller voir ce qui se passe par là. Ouais, complètement. Bon, maintenant on va parler un peu plus de futur. Est-ce que tu veux nous raconter tes idées de projets à venir, là où tu as envie d'aller, là où tu as envie de mener ta marque? Alors, eh ben c'est bien compliqué tout ça parce que je ne sais pas vraiment. En fait, ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe, mais j'en parle mais sans savoir si ça va se réaliser vraiment ou pas en fait. Donc l'atelier où j'étais précédemment dans le 10e, le plafond s'est écroulé. Donc je n'ai pas pu accéder à mon atelier pendant plusieurs mois en fait. Ne pouvant pas accéder à mon atelier, je me suis dit je ne peux pas rester sans rien faire, et je suis allée prendre des cours de céramique. En faisant de la céramique, en remettant les doigts dans la terre, je me suis rendu compte que j'en avais fait toute ma vie en fait, à l'école, j'avais pris des cours avant, etc. Et je me suis rendu compte que ce travail du volume, donc qui existe aussi dans le bijou, mais en très petit, là avec la terre on peut tout de suite faire des choses un peu plus grandes. Je me suis rendu compte que ce travail-là me manquait. Et du coup, suite à tous ces travaux, ce plafond qui s'écroulait, tout ça, j'ai fini par changer d'atelier et atterrir dans le nouvel atelier où je suis, dans le 2e, donc vraiment dans le centre de Paris, où j'ai quand même beaucoup plus de place qu'avant. J'ai une partie qui est vraiment atelier et une autre partie qui est vraiment boutique, où du coup je peux vraiment travailler dans un atelier comme dans un atelier, donc c'est-à-dire en mettre partout, et aussi ce côté, cette boutique du coup qui est quand même assez grande et où du coup il y a de l'espace pour présenter des choses, et ben en fait ça me donne envie de faire des objets. Donc je ne sais pas dans quel sens, dans quel ordre, dans quelle matière, etc. Mais je sens qu'il y a un truc qui est en train de bouillonner intérieurement, qui va prendre forme à un moment donné, avec, comment on dit, avec une bonne forme ou pas, je ne sais pas, on verra bien si
si j'arrive à sortir quelque chose de bien, mais j'ai vraiment envie de travailler plus sur des choses plus grandes, d'objets, pas forcément usuels. J'ai pas envie de faire des tasses et des choses comme ça, mais de peut-être mélanger la céramique émaillée, puisque je fais de l'émail aussi sur mes bijoux, donc ça se rejoint, avec des parties de métal. J'ai vraiment envie de revenir à la ciselure beaucoup plus, et de faire vraiment des pièces ciselées, beaucoup plus que des petits bijoux où il y a une petite touche de ciselure. Et, et peut-être de la peinture et tout ça. Bon, ça, c'est encore après plus loin, c'est encore un peu plus abstrait pour l'instant. Mais voilà, c'est un truc que j'ai en tête, que j'aime bien, et je sais pas comment ça va prendre forme, mais je pense qu'à un moment donné, ça va peut-être prendre forme un peu. Voilà, de prendre un peu plus d'espace, quoi. Il y a ça, et il y a effectivement l'illustration dont tu as parlé tout à l'heure, et effectivement qui fait partie vraiment de ma vie maintenant, où je dessine beaucoup plus qu'avant. Enfin, je suis revenue au dessin, et où pareil, j'ai envie de travailler un peu sur ce truc-là. Donc là, je travaille sur tablette numérique, en fait, donc c'est vraiment des dessins sur tablette. Mais pourquoi pas de réutiliser à nouveau des matières que j'utilise plus, comme des craies grasses, comme de la peinture, etc. Pardon. Et donc voilà, donc tout ça c'est un peu là. Après, je sais pas si j'en ferai quelque chose ou pas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que des fois tu as des idées, tu te dis je vais aller là, je vais faire ça. Et puis finalement, tu fais tout un truc et tu travailles dessus pendant des semaines et des jours et tout ça. Et puis finalement, ça va rien donner. Mais par contre, le petit bout de terre qui est tombé à côté, finalement, ça va te donner une idée. Puis tu vas partir sur complètement autre chose à côté. On verra bien. Alors, toujours dans l'esprit futur, comment tu vois ton artisanat dans le futur ? Ton artisanat en général, pas que Alice Hubert, mais vraiment l'artisanat, la bijouterie. D'accord, alors oui. Alors après, mon artisanat, comme tu dis, je ne sais pas très bien lequel il est en fait. C'est-à-dire que je suis bijoutière, mais pas vraiment bijoutière. Je suis ciseleuse, mais pas vraiment ciseleuse. Donc c'est un truc un peu polyforme qui... que j'ai pas vu chez beaucoup d'autres gens en fait. C'est-à-dire qu'en général, les gens ils font soit vraiment de la bijouterie, soit vraiment du montage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de technique, mais ils vont faire du montage. Soit c'est des ciseleurs, et à ce moment-là, ils font vraiment de la ciselure. Donc en fait, moi, c'est un peu... je ne sais pas bien, si tu veux, s'il y a d'autres gens comme moi quelque part dans ce monde. Mais je pense que c'est une technique, en tout cas la ciselure, qui existe depuis très très longtemps et bien avant moi et bien avant tout un tas de gens. Et je pense que c'est une... J'espère en tout cas que c'est une technique qui va continuer à perdurer. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a à nouveau un intérêt pour l'artisanat qui a un peu disparu pendant quelques années, où ça existait, mais en fait on le mettait pas en avant, on le montrait pas. Aujourd'hui, c'est très important de faire de l'artisanat, de montrer les artisans, etc. Il y a beaucoup de gens qui jouent là-dessus, alors qu'ils sont pas du tout artisans parfois. Donc j'espère que cet engouement pour l'artisanat va permettre effectivement à tout un tas de gens qui travaillent avec des techniques diverses et variées de pouvoir vivre de leur métier et de pouvoir faire perdurer des techniques et des créations encore pendant des années, quoi. Après, ce que je trouve intéressant, c'est quand je vois des gens qui utilisent des techniques anciennes et qui font des trucs très très modernes, que ce soit en bijoux ou pas que, hein, enfin vraiment de manière beaucoup plus large. Ça me fait du bien et ça me fait plaisir de voir ça, et j'espère que ça existera encore longtemps et que quand je serai vieille, je pourrai voir les petits jeunes qui font plein de trucs intéressants. Eh bien, sur cette note très optimiste pour l'artisanat, je te remercie Alice. C'est une très belle conclusion. Merci pour ton accueil. Je t'en prie. Et merci de nous avoir raconté ton histoire. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours d'Alice vous aura inspiré. Si vous avez des questions, des suggestions ou que vous souhaitez interagir, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Histoire d'Artisan.
N'hésitez pas à mettre une note sur iTunes pour faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre. Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire.